Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Talk with Akaka. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un invité et pas les moindres. C'est l'une de la crème des architectes africains. Bonjour Romaric et merci d'accepter mon invitation. Bonjour, cher confrère. Comment C'est ça un va? plaisir pour moi. Super. Alors, nous allons partager une thématique assez intéressante qui est l'architecture durable. Alors, cher confrère, j'aimerais que tu te présentes. Alors, merci. Moi, c'est Romaric Atoké, architecte HMONP, inscrit à l'Ordre des architectes en Île-de-France et au Bénin, où j'exerce depuis 2016, où le cabinet est installé. Et on travaille sur pas mal de problématiques, l'architecture, la construction, l'urbanisme, le design également, et aussi sur une approche d'aménagement urbain. On est une équipe de 5 architectes, y compris après, il y a des techniciens. On est en gros une vingtaine d'équipes, une équipe jeune et dynamique. Et depuis le Bénin, on essaie de travailler dans la sous-région ouest africaine, centrale, et un peu partout dans le monde, en apportant notre expertise pour voilà, contribuer sur des projets fort intéressants et afin de relever les défis du XXIe siècle. C'est clair, merci. Très bien expliqué. Alors, selon toi, comment tu peux définir l'architecture durable? Alors, l'architecture durable, pour moi, je pense d'ailleurs même sous nos cieux, je vais dire en Afrique, on la définirait autrement. Déjà, l'architecture en elle-même, et à part ça, la durabilité d'une architecture, je la définis à travers ses matériaux. Donc, les matériaux de construction, Mhm. on en a en Afrique, notamment dans certains pays. Je prends le cas du Bénin et du Burkina, par exemple, et voire le Mali. On a de la terre, donc de l'argile. On a de la pierre pour certains pays, en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. On a de la paille également, qui peut être un matériau qui s'utilise comme isolant thermique et phonique. Donc, l'architecture durable se traduit déjà par l'utilisation des matériaux et ensuite l'approche énergétique. Donc, mettre en place un concept architectural qui permet de ne pas avoir un bâtiment énergivore, donc avoir vraiment une sensibilité sur la consommation en énergie. Donc, pour moi, essentiellement, l'architecture durable se traduit par la, la conception déjà, l'architecture, l'utilisation des matériaux et puis l'approche énergétique sur chaque projet. Super. L'approche génétique et l'utilisation de ces matériaux. Et pour toi, est-ce qu'elle est une tendance ou une nécessité, cette architecture durable? Alors moi, je dirais que l'architecture durable n'est pas une tendance. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on surfe beaucoup sous le mot durabilité. C'est pas seulement en architecture d'ailleurs, mais c'est pas une tendance. Il faut qu'elle soit nécessaire, c'est une nécessité. Mhm. Et je pense que comme le mot durable le dit, il faut pour notre terre, si on veut vraiment continuer les générations à futures, pardon, si elles doivent exister, il faut vraiment que l'architecture aujourd'hui soit vraiment durable. Et même d'ailleurs l'automobile, tout type de projet ou de conception, d'accord, soit durable. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une nécessité si on veut vraiment avoir une empreinte carbone, enfin, être soucieux de l'environnement. Il faut que ce soit une nécessité. Donc nous, acteurs de la ville en tant qu'architectes, il faudrait qu'on soit vraiment sensible à cette approche-là. Ouais, à cette approche. Super. Alors déjà, quand tu parles d'impact carbone, ça m'intéresse très bien. Et ce qui me pousse à qu'on en parle un peu sur l'impact environnemental et social de cette architecture. Donc, à ton avis, en quoi cette architecture durable peut-elle contribuer dans le cadre de l'impact environnemental et social? Hmm. Alors, je pense déjà que parlant d'impact environnemental et social, déjà le premier mot que j'entends, c'est impact environnemental. Et je pense que l'environnement, ça trace un peu ce que j'ai souligné tout à l'heure, l'utilisation des matériaux, parce que les matériaux dont j'ai parlé tout à l'heure, la paille, la pierre ou l'argile, c'est de l'environnement. Mhm, Après, il faut vraiment s'assurer que là où on va puiser ces matières premières, on puisse aussi s'assurer de l'effet recyclé. mhm, D'accord, de la productivité qui mhm, est vraiment, en même temps qu'on va chercher ces matériaux, il faudrait qu'on puisse régénérer ces matériaux-là. mhm, Je prends l'exemple de la paille, mais quand vous allez la chercher, il va falloir s'assurer qu'il y a un renouvellement. mhm, Je parle par exemple de l'argile. Quand vous allez puiser ce matériau,
il faudrait qu'il y ait aussi une régénération parce que vous allez utiliser le matériau, C'est clair. il va servir pour un moment, mais C'est clair. après, il va tarir. Donc, Mhm. le but n'est pas non plus de vraiment faire de la surconsommation, Mhm. mais par contre, de la consommation maîtrisée. Donc, déjà, l'impact environnemental se trouve là, social, parce que, bon, évidemment, l'impact social, c'est, je vais dire, l'employabilité. Parce que pour aller chercher ces matériaux, il faut bien que vous employez des gens. Donc, vous arrivez comment je vais dire, vous arrivez à proposer de l'emploi. Donc, ça, c'est l'impact, je vais dire, social. Et après, voilà, c'est des choses, c'est deux, trois choses qui s'imbriquent en même temps. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et après, l'économie, ça va forcément avec l'aspect social, parce qu'une fois que vous offrez de l'employabilité à des gens, Mhm. forcément, économiquement, ils ont des revenus. Et s'ils ont des revenus, c'est qu'ils peuvent facilement, voilà, subvenir à leur quotidien. Très bien, très bien. Bon, on va aller un peu de façon plus concrète. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as des idées de projets que tu as réalisés ou que tu en connais qui peut vraiment illustrer ce que tu dis? Je dirais oui à ma petite échelle. Il y a un projet dont je suis fort enfin, impressionné et puis je prends du plaisir à en parler. C'est une villa plein pied Ok, que nous avons conçue, bâtie à Cotonou ok. avec sur 1500 mètres carrés de surface. Et l'approche justement de ce projet-là Mhm. a été vraiment de mettre euh, hors ensoleillement toutes les baies vitrées. Ok. D'accord? Ça, c'est vraiment une approche que j'incite aussi toute personne en voulant construire à faire. Mhm. Une fois que vous, parce que beaucoup de gens veulent des baies vitrées, la C'est clair. luminosité sur l'extérieur, Ouais, mais il faut s'assurer qu'il y ait des auvents ouais. et que le soleil ne tape pas ces baies vitrées, sinon vous créez de la chaleur à l'intérieur. Et plus vous allez créer de la chaleur, il va falloir que vous mettiez de la climatisation pour pouvoir avoir une thermicité à l'intérieur. Donc l'approche que nous, on a eue sur ce projet, Ouais. c'était d'avoir des baies vitrées Mhm. sur pas mal de mètres linéaires, Ok. ensuite les protéger du soleil, et Mhm. après l'empreinte carbone, je me rappelle sur la toiture par exemple, on a mis de l'isolation également thermique, Ok. parce que quand vous isolez vos murs, il Ouais. faudrait aussi penser au plafond. Donc on a mis de l'isolant thermique sur les toitures, et après il y a eu des panneaux solaires qui ont été installés également sur la toiture pour pouvoir avoir une certaine indépendance énergétique. Donc ça, c'est un projet à petite échelle sur lequel nous avons travaillé, Ouais. qui pour nous, nous pensons qui est assez fort intéressant. Ouais. Et après, à grande échelle, il y a le projet sur lequel j'ai eu à travailler au Bénin, Ville intelligente Semen City, Ok. sur plusieurs hectares, des dizaines d'hectares Mhm. à Ouida, Ok. qui est un projet porté par le gouvernement du Bénin, sur lequel j'ai eu à contribuer depuis le début de ce projet, dont je suis très fier. Ce projet va démarrer dans quelques mois. Ok. Et pour rester sur le cadre de ces projets, selon toi, quelles ont été les difficultés pour mener à bien ce concept? Alors, vous savez, la problématique, c'est que dans nos pays, les acteurs que nous sommes, dont nous faisons partie, sont pas nombreux. Je Ok. prends des pays, je prends le cas du Bénin par exemple, on est moins de 300 architectes Ok. pour un pays qui compte quand même plus de 12 millions, voire 15 millions d'habitants. Ah ouais, Vous voyez, donc le gap, et là c'est le cas de la plupart, dans la plupart des pays sud-africains, je vais dire, c'est clair. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et de l'Est, je ne dirais pas l'Afrique du Sud. Donc Mhm. on a vraiment le manque de professionnels Mhm. dans ces pays-là pour répondre justement aux défis architecturaux et urbanistiques. Ok. Donc, le plus grand défi, je dirais, c'est surtout cela, le manque de professionnels, pas qu'il n'y en a pas, Ouais. mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Et ensuite, ça, c'est la partie conception. Maintenant, quand vous venez dans la partie réalisation, vous avez aussi un manque d'experts qualifiés, d'exécutants qualifiés. Donc là aussi, il va falloir qu'on relève ces défis-là, qu'on puisse apporter de la formation technique, je précise, Ok. et non des formations universitaires où nous, par exemple, Académique. en tant qu'architecte, Ouais. on fait 5 ans pour avoir le master, Ouais. après on se professionnalise. Il faudrait qu'on ait des exécutants, donc des entreprises qui puissent être dans la plomberie, dans la Ouais. climatisation, dans le carrelage, Ouais. revêtement sol, dans du plaquelage. Donc, il y a vraiment cette formation qu'il faudrait que nous puissions amplifier dans nos pays. Parce qu'on a beau concevoir des projets, sortir des concepts, il faut bien les exécuter. C'est clair. Eh bien, C'est clair. C'est intéressant parce que là, ce que tu dis, c'est vraiment le cri de cœur qu'il faut. Parce que ce métier que nous le faisons, si en tant qu'architecte africain, nous n'essayons pas de nous mettre à cette hauteur, ben, on sera envahi par les autres, quoi. complètement.
Super. Donc, toujours sur la thématique liée à cette architecture durable, nous allons parler maintenant des défis et des opportunités. Selon toi, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans la mise en œuvre réelle? Et Alors, comment on peut surtout accrocher le client à passer à cette architecture? alors, je pense que le plus gros défi, c'est la communication et la vulgarisation. OK. Je prends par exemple, puisqu'il s'agit d'architecture durable, on parlait tout à l'heure de matériaux. Je prends le matériau, l'argile. Donc, il y a des briques en terre crues et Mhm, cuites. mhm. Donc, vous savez, quand vous approchez un client qui veut construire, surtout en Afrique subsaharienne, vous lui dites que, tiens, j'aimerais utiliser des briques en terre. Il vous dit, mais Ben voilà, voilà, c'est c'est un clair. matériau du pauvre. Moi, j'ai de Exactement, l'argent, je veux construire, je veux du carrelage, je veux c'est clair. des parpaings en ciment, du Mhm, béton. mhm. Donc déjà, je pense que la vulgarisation, elle devrait se faire. Déjà, nous, on essaie de le faire à notre échelle en tant qu'architecte. Ouais. Mais je pense que l'État central dans nos pays en Afrique subsaharienne Mhm, devrait nous aider, d'accord, surtout dans la réalisation de bâtiments publics. mhm, Je parle de, pourquoi pas, d'écoles, de dispensaires, de mhm, maternités, de prisons. mhm. Vous voyez, donc des bâtiments publics Ouais, pourraient déjà être réalisés avec ces matériaux-là pour amener déjà la population à s'approprier des architectures qui soient déjà responsables de l'environnement. ouais. Bon, je pense qu'à cette échelle-là, nos États pourraient faire un effort. Et nous, après, en tant qu'architectes, en face des clients, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais on peut les emmener à utiliser ce type de matériaux. Mais encore, c'est très difficile parce qu'il ne faut pas l'oublier. L'État central, c'est vrai que parfois, ils peuvent se heurter sur un lobby des grands groupes cimentiers. Ouais, Parce que plus ça vous c'est clair. utilisez les matériaux locaux, C'est clair. moins d'importations vous avez, C'est clair. moins de sous vous avez dans les caisses. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un parti pris que l'État doit avoir et amplifier ce genre de matériaux. Sinon, on a beau se battre, on aura du mal. Ben, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, il faut que l'État central puisse, si tu veux, avoir une réglementation de cela. C'est Étant ça. donné que déjà, ces différents matériaux sont disponibles sur Mhm. nos terres, Tout à fait. je pense que ce serait vraiment idéal pour nous de le faire. Et ce que tu l'as dit tantôt, le volet formation, c'est très important parce que Complètement. on va beau l'implémenter, l'impulser, mais si derrière, on n'a pas les autres acteurs de la chaîne qui ne suivent pas la tendance, ça va être un peu compliqué aussi. Complètement. Très bien. Maintenant, nous allons parler de l'innovation et du futur de cette architecture. Donc, pour toi, quelles sont les innovations actuelles qui vous enthousiasment à aller dans ce domaine? Quelles sont les innovations qui peuvent euh, engendrer cette architecture? Alors moi, je pense déjà que tout part des deux choses que j'ai soulignées tout à l'heure, les matériaux Ouais, et l'approche énergie, ouais. l'efficacité énergétique. Donc déjà, aujourd'hui, en parlant d'efficacité énergétique, Mhm, on a tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, par exemple, on a de la mhm, domotique. mhm, Aujourd'hui, on peut maîtriser son énergie dans sa mhm. maison en installant de la domotique. Ouais, C'est vrai que ça a un coût en mise en œuvre, ouais. mais après, dans l'exploitation, dans la maintenance de l'immeuble, c'est assez perspicace puisque aujourd'hui, avec la domotique, une OK. fois que vous oubliez votre climatisation, vous oubliez de l'éteindre à la maison, ben, ça peut vous donner de la signalisation. Mhm, Vous savez, tiens, je suis plus à la maison, mais je peux éteindre ma climatisation. OK. Je peux même l'allumer à distance avant de rentrer. Vous voyez, vous maîtrisez en fait votre consommation. Ouais, Mais tout naturellement, il y a une certaine, il y a ce côté financier, ouais. puisque en parlant d'architecture passive, c'est pareil, hein, l'architecture durable, ça a un coût en mise en œuvre, mais après dans l'exploitation, sur le long terme, c'est assez efficace. Et je pense que ceux qui peuvent se permettre d'avoir une architecture durable, elles peuvent le faire. Et je pense que nous, en tant qu'acteurs, si on peut emmener aussi nos clients à s'y pencher, ce serait intéressant. Parce que l'autre défi que nous avons en Afrique, Ouais. c'est que beaucoup ne font pas la différence entre avoir un abri et avoir une architecture. Parce que OK. l'architecture durable aujourd'hui, elle a un Mhm. coût OK. lors Avoir un de la mise abri en et œuvre. avoir une architecture. C'est intéressant ça. C'est ça. Parce qu'en tant qu'être humain, Ouais. on a tous droit à un toit. OK. Ben, je peux vivre dans un bâtiment délabré, je C'est peux vivre clair. dans un bâtiment luxueux, Si, si. je peux vivre dans une, voilà, dans un truc précaire. Ouais. Donc là, j'ai un abri. Mais après, Exactement. pour avoir les moyens de s'offrir une architecture durable, il faut le faire. Et sachant que dans la plupart de nos pays en Afrique subsaharienne encore, ce qui n'est pas le cas du Maghreb, bon, même si c'est le cas, on a encore aujourd'hui cette mentalité
où la plupart de la population dans nos pays, au-delà d'un certain niveau social, ne veut plus habiter dans des maisons à louer, C'est clair. comme on les appelle couramment chez nous. Ouais. Et ils veulent construire forcément chez eux, Ouais. mais construire, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000. C'est clair. Donc après, ils sont confrontés à des problèmes financiers une fois qu'ils commencent. Mhm. C'est ce qui crée d'ailleurs les éléphants blancs, comme on les appelle, Ouais. les bâtiments inachevés dans nos villes africaines. Ouais. Et il faudrait justement que nous, en tant qu'acteurs, on accompagne la population à comprendre que construire, ça a un coût, construire bien, ça a un coût, Mhm. et construire durablement a encore son coût. Ouais. Mais vous gagnez toujours à construire durablement. Ouais. C'est clair. Et là, je retiens que, pardon, je retiens qu'il y a, il y a effectivement un volet de sensibilisation, comme tu l'as dit au départ, quoi. Parce que pour impulser ces dynamiques, il faut vraiment de la sensibilisation. Ouais. Et je pense que c'est de notre ressort, en tant que professionnel, de vraiment alerter le client, le faire savoir qu'aujourd'hui, construire, c'est tout un art et c'est bénéfique pour eux d'y faire face aux professionnels. Exactement. Maintenant, on va parler de la partie de l'éducation et de la sensibilisation, qui est vraiment, pour moi, un axe central pour vraiment impulser cette architecture. Donc, pour toi, comment on peut mener cette étape de sensibilisation? Alors, l'étape de sensibilisation, elle est, je pense que déjà dans nos populations, dans nos pays, enfin en Afrique, il y a pas mal de taux d'illettrisme, il faut le dire. Ouais. C'est vrai que ces dernières années, le taux d'illettrisme est en train de baisser. Mhm. Vous prenez 10 personnes aujourd'hui en Afrique en général, Ouais. vous avez à peine voilà, 5-6 qui sont lettrés, je veux dire qui savent lire et écrire. Mhm. Mhm. Donc il faudrait, mais pourtant ils habitent sous un toit. Ouais. Vous voyez, donc c'est pas nous autres qui sommes lettrés, je vais dire, Mhm. qu'il faudrait sensibiliser la plus grosse masse. Ouais. C'est vraiment cette partie dans nos pays qui Mhm. ne parlent pas forcément français, mais qui comprennent les langues locales naturellement. Ok. Donc il faudrait qu'on puisse communiquer à la radio, à la télé, dans nos langues locales, pour que justement cette partie de la population puisse comprendre ce qu'on leur véhicule. Mhm. Et après, arriver justement, comme je disais, à accompagner l'État à réaliser les bâtiments publics avec ces matériaux-là. Et ça va permettre, depuis le bas âge, un enfant, par exemple, qui va à l'école dans une architecture faite en terre, Mhm. forcément, elle s'approprie déjà les parties bénéfiques de ce matériau, Ouais. parce qu'il aurait grandi dans ce cadre-là. Exactement. Donc, quand il va grandir, quand il aura les moyens de se faire construire une maison, Mhm. ben, je pense qu'il serait plus facile pour lui d'aller vers ce matériau-là Ouais. que quelqu'un qui a grandi dans une architecture en parpaing-ciment. Ok. Donc, je pense que la sensibilisation, elle va se faire à la radio, à la télé, dans les médias. Ouais. Et après, au niveau de la population, elle va se faire par la réalisation de bâtiments faits avec ces matériaux locaux, Ok. avec une approche énergétique toujours. D'accord. Et parlant de l'éducation, tu penses que est-ce il faut des compétences spécifiques pour pouvoir divulguer cette approche? Est-ce que nous, les professionnels, nous devrons avoir des compétences spécifiques? Alors, je pense qu'en tant que professionnel déjà, on peut accompagner l'État central ou toute personne qui peut communiquer. Et ça, je pense que dans tous les pays, il y a un ordre national des architectes, d'accord, auquel nous appartenons. Ouais. Et c'est à l'ordre, par exemple, de mettre en place ces démarches de communication Ok. en collaboration avec les ministères sous tutelle, Mhm. les ministères de l'environnement ou de la ville, Ouais. enfin, qui régissent en fait les lois architecturales et urbanistiques. Ouais. Donc, on travaillera ensemble pour voir par quels moyens on peut communiquer auprès de la Mhm. population et les emmener à comprendre et à s'approprier justement l'avantage de faire appel non seulement aux architectes professionnels, mais de construire des matériaux qui soient respectueux de l'environnement. Et nous aussi, à notre échelle en tant que professionnels, pourquoi pas faire des journées portes ouvertes, ouvrir nos portes pour que la population puisse venir voir ce que fait un architecte, c'est quoi un architecte, Mhm. et quand on devient architecte, qu'est-ce qu'on fait? Parce Mhm. que la plupart, enfin un peu partout d'ailleurs, dans la plupart de nos pays, Ouais. on pense que l'architecte est cher. Ouais. La population se dit, ben, tiens, C'est je clair. vais voir l'architecte, ben, il va me facturer
des millions, Ben voilà, alors qu'il ne fait pas grand-chose. c'est clair. Il est juste là pour dessiner un coup de crayon. Ben, c'est tout. Vous voyez, donc il faudrait qu'on puisse démystifier cela et Mhm, qu'on invite la mhm, population à venir mhm, voir ce qu'on fait mhm, et voir comment on travaille. Je pense que mhm, ça aussi, ça va permettre mhm, à la population de s'approprier nos manières de travailler mhm. et de comprendre qu'on n'est pas cher, Ouais, mais on est là pour voilà, les accompagner dans la réalisation et la concrétisation de leurs rêves. super, c'est clair, c'est clair. Je pense que on reviendra sur ça. Je pense que toi, tu le fais déjà. Chaque année, des journées portes ouvertes. On fera un clin d'œil là-dessus. Parlons des perspectives. Euh, Comment conseillerez-vous quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans ce domaine? D'abord, pour un professionnel, un jeune architecte, quel conseil donnerais-tu pour orienter sa démarche vers cette architecture? Alors moi, je pense que déjà dans la formation, dans la plupart des écoles en Afrique comme en Occident, il y a déjà en fait une approche durable. Je Ouais. pense que les cours qui sont divulgués Mhm. emmènent déjà les apprenants, étudiants, à s'approprier les approches de durabilité, d'architecture durable par les matériaux, Mhm. l'énergie, Mhm. l'environnement. Donc déjà sur les bancs, Ouais, ils apprennent cela. Et ouais. après, à l'architecte, une fois qu'il est professionnel, il doit avoir justement ce souci à bâtir des ouvrages qui soient respectueux de l'environnement Ouais. et pourquoi pas s'intéresser à des matériaux qui sont disponibles dans son pays parce que vous n'avez pas les mêmes matériaux dans tous les pays D'accord. en Afrique. Donc, Ouais. il faudrait qu'on puisse s'adapter, se cultiver également Ouais. continuellement et s'adapter à ces matériaux disponibles dans nos pays. Et c'est vrai que tout ça, ça passe par de la recherche. Ouais. Il faut avoir les moyens aussi de faire des recherches avec tel matériau. La pierre que je peux trouver en Tanzanie ou au Sénégal ou en Zambie Ouais. n'a pas la même propriété. Vous voyez, donc il faudrait qu'on puisse faire des recherches, Ouais. savoir les propriétés que ces matériaux ont. Mhm. Est-ce qu'il faut apporter des adjuvants, Mhm. des matériaux complémentaires Mhm. pour pouvoir avoir une efficacité Ouais. de ces matériaux-là. Donc il faudrait qu'on arrive à se lancer dans la recherche également pour arriver à trouver des matériaux durables et qui nous permettront de faire des ouvrages durables. Ouais. En gros, être plus contextuel. Voilà, être plus Complètement. contextuel. Donc, concevoir des ouvrages qui vraiment répondent au site, quoi. En fait, retour Contextualiser. contextualisé, voilà, retour aux fondamentaux, quoi. Alors, moi, j'ai une question un peu très vague. Alors, si s'il n'y avait pas de normes, il n'y a pas de contraintes, quel projet souhaiterez-vous réaliser s'il n'y avait pas de contraintes? Alors, s'il n'y a pas de contrainte, ça va être compliqué, puisque Ah, c'est bon, clair. il faut bien que dans toute chose, il y ait une contrainte, parce Ouais, que il faut une normalisation, parce que bon, la norme aussi n'est pas une règle à ne pas franchir. exactement. C'est un minima. Donc, je pense que s'il n'y avait pas de règles, Mhm. oui, je serais beaucoup plus dans des matériaux locaux. OK. Je sais que chez moi au Bénin, on a de la terre. Ouais, On n'a pas de bambou comme en Asie du Sud-Est, d'accord. mais il y a de la terre, de l'argile notamment, Ouais. de la pierre également, les pierres Mhm. naturelles. Mhm. Il y a de la paille qu'on pourrait utiliser comme matériau. Donc, Mhm. c'est avoir ce genre de matériaux qu'on peut mixer dans une architecture Mhm. et puis après faire en sortir un bâtiment durable et qui Mhm. soit respectueux de l'environnement. Mais après, il faudrait que on puisse avoir aussi les moyens, comme je disais tout à l'heure, Ouais. de faire de la recherche Ouais. et d'avoir vraiment l'optimisation de ces matériaux-là. OK. Mais Super. après, une architecture, elle est toujours bien quand elle est bien conçue et réalisée. Exactement. Super, super. Donc, avant de conclure, j'aimerais que tu nous en dises plus sur toi et sur votre agence et un peu de l'actualité, de vos actualités. Alors, au niveau de l'agence, comme je le disais tantôt, on a une équipe de 20 personnes, de 20 collaborateurs avec 5 architectes. L'agence se fait pluridisciplinaire et internationale. Ouais. Aujourd'hui, on a, à part moi, en plus de moi qui suis l'architecte principal, Ouais. on a 4 autres architectes. Il y a un OK. Burkinabé, il y a une Marocaine à l'agence. Ouais. Donc, pour montrer un peu voilà, le côté ouvert de l'agence Une diversité. et une diversité voilà, culturelle. OK. Et on travaille sur des projets assez intéressants. On travaille sur des projets sur de l'habitat, des Mhm. projets euh, euh, tertiaires, je vais dire, OK. des projets industriels également, Ouais. et des ouvrages d'art. Donc, OK.
on touche vraiment un peu à tout. On travaille sur des projets au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire également, au Sénégal. Ok. Donc, on essaie vraiment d'apporter cette connaissance que nous avons aussi acquise hein, au fil des années. On essaie de les mettre en place pour justement essayer de contribuer à cette Afrique qui se construit. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Bénin est dans une mutation qui se démontre. Hein. C'est clair. Je pense que quelqu'un qui visite le Bénin chaque 2 ans, même chaque année, voit un peu cette mutation qui s'opère. C'est clair. Et on essaie d'accompagner cette mutation-là et avec le souci justement de faire des projets durables. Ouais. Bravo. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites et tout ce que vous projetez faire. Merci. Alors, ton dernier mot, Romaric. Alors, mon dernier mot serait, je pense, non seulement nous en tant qu'architectes, de pouvoir continuer ce que nous savons très bien faire, l'art de bâtir, que nous puissions la maîtriser et continuer par concevoir des projets durables, respectueux de l'environnement, tout en alliant matériaux durables et avec une approche énergétique qui soit justement source d'inspiration et de réalisation dans nos projets. Et comme ça, nous pourrons justement, dans des années à venir, être fiers de notre environnement, de nos villes africaines, et mettre vraiment au cœur de nos projets l'humain et aussi l'environnement, par des espaces végétaux dans tout type de bâtiments, que ce soit du tertiaire, du résidentiel, comme de l'industriel. Merci. Merci bien. Ce serait la fin pour cet épisode. Sachez que ce n'est que le début. Merci et à très bientôt.